Donc, M. Chérifi va nous présenter les hyperglycémies à la croisée des chemins de l'insulinorésistance et du syndrome métabolique. Vous avez 30 minutes. Ok, je vais faire un peu plus, c'est-à-dire diminuer le temps. Merci Monsieur le Président, merci mes chers amis, mes chers étudiants. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un thème qui fait partie des maladies chroniques. Et vous allez voir que c'est un problème, une pandémie et que ça touche les Algériens et ça nous touche en plein fouet. Surtout qu'il y a plus de 12% des enfants sont déjà obèses entre l'âge de 5 à 19 ans. 12% des enfants sont obèses et on est le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud en obésité, parce qu'un syndrome métabolique ne peut exister qu'avec donc le syndrome métabolique avec obésité. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du syndrome métabolique, puis on va voir son association, sa physiopathe, dont l'insulinorésistance représente le socle fondamental sur lequel se constitue le syndrome métabolique, et après, nous allons voir comment l'acide urique s'implique dans le syndrome métabolique pour l'accentuer ou pour l'aggraver. Donc, le syndrome métabolique a été défini depuis les années 1920, mais on ne le connaissait pas sous forme de syndrome métabolique. C'était un cluster, un groupe de signes, et le premier qui lui a donné le nom de syndrome X, c'était Rivens, en 88. C'est Rivens qui a fait qu'il a appelé l'ensemble de ces facteurs de risque syndrome métabolique. Puis, il a été rechargé. On l'a appelé donc syndrome métabolique reloaded, c'est-à-dire rechargé, où on a mis pas mal de facteurs de risque. Et donc, il y a eu plusieurs définitions du syndrome métabolique. Regardez les définitions. Elles ont commencé à partir de 98 jusqu'à 2009. Mais la définition la plus importante et celle qui a pignon sur rue, c'est celle de l'IDF, c'est-à-dire International Diabetes Federation, l'IDF, Fédération donc internationale de diabète, qui a eu donc pratiquement, qui est très très utilisée. Alors qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend cette définition 5 facteurs. Et parmi les facteurs le plus important, c'est l'obésité centrale. L'obésité centrale, donc avec un tour de taille, le West Circumference, donc qui est augmenté. Il y a une augmentation des triglycérides supérieure à 1,50. La diminution du HDL cholestérol, ça dépend si c'est une femme ou un homme, donc inférieur à 0,40 et à 0,50. Et puis, il y a l'hypertension artérielle et bien sûr la dysglycémie avec une glycémie à jeun supérieure à 1 gramme ou bien un sujet qui est déjà diabétique. Donc, le syndrome métabolique est caractérisé par 3 de ces 5 facteurs qui doivent être associés. Donc, pour faciliter tout ça, donc, il y a eu une publication dans les archives de médecine et de sciences le 1er septembre 2022 où elle a parlé d'un clustering de syndromes de symptômes. Il y a l'obésité qui est centrale, malheureusement j'ai pas mon pointeur et elle connaît sans pointeur, je suis perdu. Et donc je m'excuse. Et c'est la faute de j'ai besoin d'un pointeur. Eh ben oui. Alors, regardez ici, donc l'obésité centrale, suivez la première ligne, il faut qu'il y ait une obésité et il faut au moins 2 facteurs, soit la pression artérielle qui est augmentée, soit une dysglycémie, c'est-à-dire impaired glucose métabolisme, ou bien, regardez ici, on n'implique plus l'HDL cholestérol, mais on parle du non-HDL cholestérol. Pour les gens qui s'intéressent au bilan métabolique updated, on va faire une session de workshop à 11 heures ici, et je vous conseille, celui qui n'a rien, il doit assister, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le métabolisme lipidique qui ont été actualisées. Et donc le syndrome métabolique, c'est ça, c'est un cluster de ces signes-là, et puis donc l'obésité centrale est la principale chose. Regardez, l'obésité, c'est la principale, surtout l'obésité abdominale, associée à 2 de ces facteurs, le diabète ou prédiabète, une dyslipidémie athérogène, ou bien high blood pressure. Et donc l'obésité est là, regardez, c'est l'obésité centrale,
Et puis, il y a le premier cercle qui est formé par les facteurs de risque et qui font partie de la définition du syndrome néphrotique, c'est-à-dire l'hypertension, le prédiabète et la dyslipidémie. Et dans le troisième cercle, vous pouvez voir qu'il y a l'acide urique, hyperuricémie, qui est placé au troisième cercle avec d'autres, ce qu'on appelle facteurs. Nous allons voir le lien entre le syndrome métabolique et... Alors, syndrome métabolique, on parle d'obésité. Qu'en est-il l'Algérie? Où est-ce qu'on se situe dans l'obésité? Eh bien, nous sommes un peuple qui est obèse. Plus qu'on travaille. C'est notre réalité. Et regardez ici l'obésité. Alors, il y a des publications. La publication, la première en 2010, celle de l'INSP, projet Tahina. En 2010, en page 34, regardez combien il trouve. Il trouve 21,24% des sujets obèses dans l'âge entre 35 et 70 ans. 21% qui sont obèses. Et parmi les obèses, il y a plus de femmes que d'hommes. Les femmes, c'est 30% et les hommes, c'est 9%. Alors, il y a un autre travail. Le travail, c'est l'enquête Stepwise en Algérie, 2016-2017. Et ce travail-là a été imposé sous l'égide de l'OMS, ce travail-là. Et donc, regardez l'obésité. On a retrouvé 22% des Algériens qui sont obèses, dont l'âge se situe entre 18 et 69 ans. Et pour les enfants entre 5 et 19 ans, jusqu'à 19 ans, il y a 12% de syndrome métabolique. Donc l'obésité forme une part importante donc, dans notre population et il faut faire très très attention. Pour l'Organisation mondiale de la santé, où, regardez, l'Algérie est entre 20 à 24% de sujets qui sont obèses. Maintenant, quand on est obèse et on a un syndrome métabolique, le risque de développer un diabète de type 2 est supérieur de 3 à 5 fois supérieur aux patients qui n'ont pas un syndrome métabolique. Vous pouvez déjà développer donc le diabète de type 2 et si vous ne l'avez pas déjà le diabète de type 2, vous pouvez faire aussi des maladies cardiovasculaires ou bien la mort, toutes causes confondues. Alors, quel est le socle? Comment se constitue le syndrome métabolique? Le syndrome métabolique ne peut se constituer ce qu'il y a une insulinorésistance. Et le tissu adipeux, vous allez le voir, c'est un tissu qui a une autonomie. C'est un tissu, c'est une véritable glande endocrine. Regardez là, le tissu adipeux, donc l'obésité est nécessaire pour développer l'insulinorésistance, laquelle va donner des syndromes, les accidents cardiovasculaires et le diabète de type 2. Alors, regardez le tissu adipeux, s'il vous plaît. Le tissu adipeux, c'est un tissu très actif. Il va synthétiser pas mal de facteurs, des facteurs pro-inflammatoires. Il va fabriquer donc des cytokines pro-inflammatoires. Il va fabriquer de l'angiotensinogène, qui est donc nécessaire pour la vasodilatation, la vasoconstriction plus exactement. Donc, elle joue un rôle dans l'hypertension. Et c'est un tissu qui est très actif, regardez, avec la présence de macrophages. Et quand on parle de macrophages, c'est-à-dire que c'est un tissu qui est inflammatoire. Il y aura parce que les macrophages, ce sont les cellules à tout faire lorsqu'il y a une inflammation, notamment la synthèse des radicaux libres oxygénés. Donc c'est un tissu qui est très actif. Et comment on explique l'insulinorésistance? Déjà, le tissu adipeux présente une méta-inflammation, ça s'appelle. C'est une inflammation, mais à bas bruit du tissu adipeux, parce que le tissu adipeux, il est, comment dirais-je, c'est un tissu dont les cellules ne ressemblent pas à un tissu adipeux normal. Ce sont des cellules qui sont développées, hypertrophiées. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fabriquer des cytokines pro-inflammatoires ici à gauche et libérer des acides gras. Et les acides gras, fatty free, les acides gras, donc libération des acides gras et le processus inflammatoire qui va devenir chronique, plus les acides gras qui sont libérés, ils vont influencer donc le pancréas, le muscle et le foie pour entraîner encore une insulinorésistance au niveau et une dysrégulation des cellules bêta. Cela va aboutir au diabète de type 2 et la MASLD, c'est-à-dire métabolique associated steatose liver disease, c'est-à-dire une atteinte du foie. Donc l'insulinorésistance est à l'origine de tout. Et l'insulinorésistance se nourrit de l'inflammation du tissu adipeux. Ils sont intimement liés. Regardez cette slide-là qui vous montre que l'inflammation
avec l'hyperglycémie insidieuse plus l'hyperlipidémie, vont provoquer l'activation de la voie JNK-IKK. Cette voie-là, c'est la voie de signalisation. C'est une voie de signalisation. Le IKK va inhiber donc le IRC1 et le IRC2, ils vont les inhiber, ce qui va inhiber la transmission de la voie de signal de l'insuline récepteur, donc il y aura une diminution donc de la voie de signalisation de l'insuline, et en même temps l'IKK, en inhibant la voie de transmission de l'insuline, il va stimuler la libération du NF-κB, lequel va entraîner une inflammation et entretenir l'insulinorésistance. Donc, si je résume là, il y a l'insulinorésistance ne peut se voir comme présence pratiquement d'inflammation, et l'inflammation va nourrir l'insulinorésistance. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. Voilà. Donc, des niveaux élevés en insuline activent le AKT-IKK signaling cascade, laquelle active le NF-κ, ce qui va entraîner une réaction inflammatoire. Et puis, l'inflammation va nourrir donc l'insulinorésistance. Ceci dit, je dois revenir à l'acide urique. Comment l'incorporer dans ça? Alors, gardez bien que le syndrome métabolique, il y a un processus inflammatoire. Et qui dit inflammatoire dit stress oxydatif. Et en plus de ça, il y a libération des acides gras par le tissu adipeux. L'acide urique, qu'est-ce qu'il fait ici? Alors, il y a depuis plusieurs années, l'acide urique a été considéré comme un facteur de risque du syndrome métabolique, et non pas seulement du syndrome métabolique, mais il est toujours associé à la goutte. Et il faut savoir que ce n'est pas l'acide urique, ce n'est pas uniquement la goutte. Il est associé aux maladies cardiovasculaires, associé au diabète, associé au syndrome métabolique, comme nous allons le voir. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer d'où vient l'acide urique et puis quelle est son association avec le syndrome métabolique. L'acide urique, regardez ici, il a un poids moléculaire de 160 daltons. C'est un acide qui est faible. L'acide urique dans le sang, il est retrouvé sous deux formes. Dans les urines, il est retrouvé sous forme libre. Dans le sang, il est retrouvé sous forme d'urate monosodique. Cette forme urate monosodique à pH 7,40, c'est une forme très soluble par rapport à la forme qui existe au niveau des urines. Quand il y a des calculs d'acide urique dans les urines, comme il faut prendre des boissons alcalines, c'est-à-dire il faut alcaliniser les urines, parce que cette forme-là qui est à gauche n'est pas soluble. C'est l'autre forme associée au sodium à pH élevé qui est très soluble. C'est pour cela qu'il faut alcaliniser les urines lorsqu'il y a des calculs urinaires d'origine, donc les urates. Et donc, regardez ici, d'où est-ce qu'il provient l'acide urique? L'acide urique provient du catabolisme des bases puriques. D'accord? Adénine et guanine. Mais là où il faut fixer, regardez ici, que la synthèse de l'acide urique s'accompagne de la production de radicaux libres oxygénés, les O2-. Donc, s'il y a une overproduction en acide urique, vous aurez une synthèse de radicaux libres. L'acide urique lui-même, c'est un antioxydant, attention, mais à une certaine concentration. Et tout dépend du milieu où il se trouve, il peut être pro-oxydant, comme la celluloplasmine que les biochimistes le connaissent, on l'appelle moonlighting protéine. La celluloplasmine, tout dépend de son milieu, elle peut être antioxydante comme elle peut être oxydante. Et donc l'acide urique est formé à partir des bases puriques adénine et guanine. L'élimination de l'acide urique se fait par le rein. Pratiquement 90% de l'acide urique est éliminé dans les urines. On passe de 70 mg dans le sang jusqu'à pratiquement 1 g, 700 à 900 mg d'acide urique dans les urines, des concentrations très très élevées. Donc le rein va jouer un rôle capital dans le maintien de l'homéostasie de l'acide urique. Et pas mal d'hyperuricémies sont dues soit à une pathologie rénale, soit à une overproduction. Donc
donc maintenant, l'acide urique, quelle est sa relation? Eh bien, la relation avec le syndrome métabolique, ça s'explique par sa pathogénie. Qu'est-ce qu'il fait l'acide urique à certaines concentrations? Eh bien, l'acide urique, malgré qu'il soit antioxydant, regardez, sa synthèse s'accompagne de synthèse de radicaux libres, le O2-. Et qui dit O2- dit stress oxydatif. Et qui dit stress oxydatif, c'est-à-dire je vais entraîner des dégâts au niveau des lipides, des protéines, du DNA, RNA et des carbohydrates. Tout ça, je vais c'est-à-dire entraîner des anomalies de ces différents constituants cellulaires. Et ce qui va entraîner, qui est s'associer un petit peu au syndrome métabolique. Parce que dans le syndrome métabolique, il y a un processus inflammatoire, et qui dit inflammation, il y a libération des radicaux libres. La deuxième chose, l'acide urique est un agent de l'inflammation. Regardez ici, caught red-handed, pris la main dans le sac. L'acide urique est un agent de la réaction inflammatoire. Comment il va provoquer cette inflammation? C'est une inflammation non septique, c'est-à-dire il n'y a pas de germe. C'est les cristaux d'acide urique, regardez ici, c'est les cristaux d'acide urique qui vont être libérés par les cellules, provoquant une hyperuricémie, lesquels ils vont être captés par les macrophages et les cellules captatrices d'antigènes, ici, et donc ils vont stimuler le NLRP3, inflammasome, et ils vont provoquer une réaction inflammatoire. Je n'ai pas à vous prouver ça, il faut voir un sujet goûteux et voir au niveau de ses articulations comment le processus inflammatoire est très intense. Donc, l'acide urique va provoquer deux phénomènes importants, celui du stress oxydant et celui donc de... Vous avez ramené? Je ne pense pas qu'il va... Le pointeur, il n'agit pas. Attends. Mais je fais ça. لازم ça. Attends. Oui. Et donc, il va provoquer. Et donc, les deux facteurs, l'inflammation et le stress oxydatif, déjà, ils se retrouvent dans le syndrome métabolique. Je vais vous donner aussi quelque chose, une étude pratique qu'on avait faite à l'hôpital Parnay en 2012. On était, par exemple, je pense qu'on était parmi les premiers à s'occuper de l'acide urique et on a fait pas mal de publications, même il y a des écrits, et donc on a travaillé sur l'acide urique. Comment l'idée est venue? C'est lorsque on signait les résultats, on avait remarqué que l'hypertriglycéridémie, qui fait partie du syndrome métabolique, était associée à l'hyperuricémie dans 40% des cas. Donc, ça nous a attirés, c'est-à-dire ça, ce que nous a... Alors, on a fait un travail avec le professeur Nebouge sur le syndrome coronarien. Regardez, on a pris, et on va revenir à l'acide urique, syndrome métabolique, on a pris pour ça 159 malades hospitalisés pour syndrome coronarien aigu. Alors, les malades ont été séparés en syndrome coronarien aigu confirmé et syndrome coronarien aigu non confirmé. Confirmé par l'ECG et ou par la troponine. Ok, et non confirmé. Regardez la différence. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une différence entre l'acide urique. L'acide urique, il y avait une différence. Mais pour les autres paramètres, aucune différence. Et regardez le cholestérol. Le cholestérol 1,75, 1,60. Il n'y a pas de différence entre ceux qui développent le syndrome coronarien et ceux qui ne développent pas le syndrome coronarien. Mais ce qui nous a plu dans cette étude-là, c'est on a pensé à faire des corrélations. Et ces corrélations, on les a fait avec l'acide urique et triglycérides et l'acide urique avec les HDL. Quand l'acide urique augmente, les triglycérides augmentent. Et d'ailleurs, je vous conseille, quand vous avez une hypertriglycéridémie, même le sujet, s'il n'a pas demandé de l'acide urique, faites l'acide urique. Et donc, 40%, ils sont associés. Et cette association, je ne pense pas, elle est beaucoup plus dangereuse que l'hyperuricémie. Parce que dans ce travail-là, l'hyperuricémie, on l'a trouvé chez 5% des sujets, mais l'hypertriglycémie a été retrouvée dans plus de 20% des sujets. Et donc l'hypertriglycémie associée à l'acide urique, c'est-à-dire il y a un risque important plus que l'hypercholestérolémie. Après, on va en parler lorsque je vais faire le bilan lipidique. Je ne m'attarde pas. Et donc, les triglycérides et l'HDL font partie du syndrome métabolique. Et regardez l'acide urique, qu'est-ce qu'il fait? Il est corrélé avec l'hypertriglycéridémie et il est inversement corrélé avec le cholestérol protecteur, c'est-à-dire l'HDL, cholestérol. Et donc,
L'hyperuricémie, regardez les causes, ça peut être un polymorphisme de glutamine, uratoine, un apport excessif en alcool et en fructose, l'insuffisance rénale, emballement de la voie de Novo, les déficits enzymatiques, et donc tout ça entraîne une hyperuricémie, laquelle elle va provoquer un stress oxydant, une activation du système rénine-angiotensine, prolifération, dysfonctionnement endothélial, ce qui va entraîner à cette pathologie. Je ne dis pas que l'acide urique est la cause, mais il est cause et conséquence de ces pathologies-là. Lorsqu'il y a un syndrome métabolique, l'acide urique va augmenter et après l'acide urique va aggraver le syndrome métabolique. Donc, ces pathologies-là sont associées toujours à une hyperuricémie. Donc, ce slide-là, et je termine, regardez ici pour être très rapide, donc, on l'a monté selon nos lectures, et je pense qu'il est certainement juste, parce qu'il a été fait avec cœur. Regardez ici, l'acide urique, donc, le tissu adipeux est hyperplasié, hypertrophique de cause, la cause bien sûr environnementale, surtout le mec là, à la belle comme les gens mangent, ils mangent n'importe où et n'importe comment, قاعد يخزر في التلفزيون ياكل يتمشى ياكل نايض ياكل في الفراش ينوم ياكل, et donc ça c'est pas normal. Il faut que les gens fassent de telle façon que de manger et de manger à temps bien précis, et puis surtout le jeûne, je vous conseille intermittent, c'est très important et vous allez retrouver votre santé. Et regardez ici, donc génétique, environnemental, c'est-à-dire diététique, donc il y a hyperplasie, il y a synthèse des protéines, donc des cytokines, il y a insulinorésistance, laquelle va donner l'inflammation et l'oxydatif stress, et l'hyperinsulinisme, insulinorésistant, l'hyperuricémie, qui va donner l'hyperuricémie, laquelle elle va contribuer avec l'insulinorésistance, l'inflammation, le stress oxydatif, elle va contribuer à faire le syndrome métabolique. Donc en conclusion, malheureusement j'ai été amputé à 70% parce que je n'ai pas mon pointeur. عبالك كيما هذاك اللي تنحي له ما السلاح تاعو ما غالب. Donc en conclusion, devant tout syndrome métabolique, une hyperuricémie doit être cherchée, voire recherchée, vu son association à la diminution du HDL cholestérol et à l'augmentation des triglycérides, deux composants du syndrome métabolique. Par ailleurs, l'acide urique peut générer un stress oxydant et un processus inflammatoire, des conditions retrouvées dans le syndrome métabolique. L'insulinorésistance est la pierre angulaire dans l'installation et le développement du syndrome métabolique. Maintenant, je vous dis, la santé, c'est important. Je n'ai pas à le signaler, mais gardez bien que la vie, comment le dirais-je, comme dans la chanson d'Indochine, ils disent la vie est belle mais parfois cruelle, elle peut nous emporter à n'importe quel moment. Donc profitez de votre vie, profitez de votre santé avant qu'il ne soit trop tard, et je vous remercie. Merci, professeur Chérifi, pour cette excellente présentation. On reconnaît la pédagogie de Chérifi Dakhel. On passe aux questions, donc maximum 2 questions. Les questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question? Professeur Brook. Voilà. Oui, Professeur Madame Zinetti. Professeur Zinetti. Professeur Zinetti aussi. Merci. Bonjour professeur Chérifi, bonjour tout le monde. Je voulais simplement demander quel est le bilan le bilan biologique et les mesures préventives. Le bilan biologique, je suis arrivée un peu en retard, mais peut-être. Le bilan biologique standard Oui, pour bon, c'est de diagnostiquer un l'acide syndrome urique. métabolique. Oui. Est-ce que les facteurs de l'inflammation sont dosés? Non. Il n'y a pas les facteurs de l'inflammation. Pour diagnostiquer un syndrome métabolique, il faut un critère. Premièrement, c'est le tour de taille, parce qu'il est en relation directe avec l'insulinorésistance, Les facteurs classiques. l'obésité abdominale surtout. Oui. C'est ce qu'on appelle en anglais, c'est apple shape.
c'est-à-dire une obésité abdominale. Oui. Elle est importante. Et puis, il y a les facteurs maintenant, c'est l'hypertension artérielle supérieure à 13 et supérieure à 80 pour la diastolique, 85 pour la diastolique, eh bien, et le non-HDL. On ne parle plus de HDL cholestérol, on parle du non-HDL cholestérol Ouais. qui est égal au cholestérol total moins le HDL cholestérol. Maintenant, c'est ça le bilan minimal pour diagnostiquer un syndrome métabolique sans doser l'insuline. Hein. Non, non, mais à titre préventif, ti- avant de... Et c'est ça, c'est des bilans. À titre préventif, est-ce que l'IBG, avec une CRP inférieure à 2, et, l'imagerie ne montre pas d'abord le type de gras, et Oui. l'IBG peut déjà Oui. faire prendre des mesures Tout à fait, tout à fait. préventives, Oui, oui, oui. avant oui. d'arriver aux dégâts, quoi. Mais les dépenses, il faut commencer, par exemple, s'il n'y a pas une obésité abdominale déjà, il n'y a pas l'obésité abdominale, un bon Oui, mais bilan, avec ça cette suffit largement. disposition. Maintenant, les lipides, à la belle qu'avec l'âge, ils peuvent se développer partout, même un sujet de CB maigre, mais il peut avoir une dyslipidémie. D'accord? On peut faire, par exemple, ça, une échographie abdominale à la recherche de la stéatose, qui est un facteur qui complique le syndrome métabolique. Et Ouais. entretient Et le même- syndrome et métabolique. l'imagerie précise même le type de gras. Oui. Si c'est de la graisse brune. Oui, oui, oui. blanche. On peut faire l'échographie, l'IRM, et elle peut donner pas mal de renseignements, en plus du bilan biologique en parallèle. Oui. Mais le bilan biologique, il doit comporter les paramètres suivants. Il doit comporter le cholestérol total, il est indispensable pour calculer le non-HDL, avec le HDL cholestérol, plus la glycémie ou bien l'hémoglobine glyquée. Non, non, je voulais dire en plus des facteurs classiques que l'on connaît. Oui, oui. Il y a des moyens maintenant. Et tu as donné, c'est vrai que c'est très bien de parler de l'alimentation. C'est d'abord à titre préventif et même à titre curatif. Elle aide également. D'ailleurs, dans c'est- le syndrome... C'est bien. Non, mais c'est bien. Oui, oui. Voilà, merci. Ok. Je vous en prie, merci madame. Oui. Professeur Brooke, j'espère que vous avez c'est une petite question. Une toute petite question. Une toute petite question très très courte. Merci professeur Chérifi pour votre excellente présentation. Moi je voulais vous poser la question en rapport avec l'hyperuricémie qui est due au traitement hypotenseur. Est-ce qu'il y a des conséquences cliniques sur cette hyperuricémie? Hyperuricémie avec les... Chez Les quelqu'un, voilà, hypotenseur. Chez quelqu'un qui prend des hypotenseurs, il y a des effets secondaires et parmi ces effets secondaires, et voilà, il y a l'hyper- l'hyperuricémie. L'hyperuricémie. Par exemple, Est-ce qu'il y a les des diurétiques. conséquences cliniques de cette hyperuricémie, éventuellement s'il y a des alternatives en absence de traitement dépourvu de cet effet secondaire? Merci. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre votre question, mais c'est-à-dire directement, parce que Alors, vous parlez il y a des certains médicaments médicaments anti-hypertenseurs. Oui, il y a certains Oui. médicaments qui ont des effets secondaires. C'est Oui. augmentation de l'acide urique. Oui. Est-ce que cette augmentation de l'acide urique a des conséquences cliniques chez ces sujets-là qui sont sous ce traitement? Je vous réponds directement sans avoir des connaissances scientifiques directes. Mais l'hyperuricémie, l'acide urique jusqu'à certaines concentrations, il est bien, il est antioxydant. Mais à des concentrations très élevées, non seulement il peut provoquer la maladie gouteuse, parce que la goutte, c'est l'hyperuricémie, mais pas toute hyperuricémie, c'est la goutte, d'accord? Donc, il peut provoquer donc la maladie goutteuse et il peut être associé à certains niveaux, à partir de 60-70 mg, aux maladies cardiovasculaires. Donc, c'est ça. Donc, les médicaments qui peuvent, sont hyperuricémie, il y en a, les diurétiques, par exemple, sont hyperuricémiants, mais il doit être associé avec d'autres facteurs comme la dyslipidémie, l'hypertension, le traitement puisque le sujet est hypertendu, et donc associé à d'autres facteurs de risque pour qu'il puisse donc, je pense, être nocif. Hein. Seul comme ça, peut-être c'est la goutte, mais à partir de valeurs vraiment très élevées. Hein. Je vous pose une question, M. Chérifi. Juste pour l'indice d'OMA, est-ce que c'est un oubli ou vous avez fait exprès de ne pas en parler, sachant que c'est un bon indicateur de... Oui, oui. Merci. Très, très bonne question, professeur Aït Abdelkader. Il parle pourquoi on n'utilise pas l'indice OMA pour le diagnostic
le syndrome métabolique et l'insulino-résistance. C'est vrai, c'est logique, parce que l'indice OMA, qui comprend l'insuline et le dosage de l'insuline et le dosage de la glycémie, et qui est calculé. Premièrement, il y a plusieurs causes pourquoi on ne le prend pas. Parce premièrement, son dosage, il coûte par rapport au dosage de 3 paramètres qui sont le cholestérol total, plutôt le HDL, les triglycérides et la glycémie. Donc il coûte. Et non seulement ça, on a trouvé que l'insulino-résistance était en corrélation directe avec l'obésité abdominale, l'obésité viscérale. Et donc, on ne le dose pas, mais il peut apporter un plus parce qu'il n'est pas recommandé pour le diagnostic du syndrome métabolique, mais il peut, dans les études, dans les recherches, pour le malade, vous pouvez le demander sans qu'il soit directement impliqué dans c'est-à-dire les critères de diagnostic du syndrome métabolique. S'il vous plaît, une question, professeur Chérifi. Concernant, donc, si on a bien compris par rapport à votre présentation, donc l'acide urique doit être recommandé, comme c'est un facteur de risque cardiovasculaire, doit faire partie du bilan biologique pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Oui, il est d'ailleurs la communication que je veux montrer 2025. Ils ont mis que dans le syndrome métabolique, il doit être le 6e paramètre et inclus pour l'évaluation du risque cardiovasculaire et l'évolution vers le diabète de type 2. Une petite question. Je voulais aussi répondre pardon, arabe. Oui. C'est-à-dire la découverte et mon rapport avec l'acide urique, il remonte peut-être aux années 2010 à peu près. Et on a fait pas mal de travaux ensemble, d'accord, oui. arabe. Et donc, l'acide urique, je pense, d'après ce que je remarque, les gens qui vont assister aux lipides, le cholestérol, c'est des bullshit. Vous allez voir, c'est les triglycérides et l'acide urique qui tuent lorsqu'ils sont associés. Et les hypertriglycéridémies sont très hétérogènes. À la belle, comme maintenant, les médicaments, ils utilisent les statines et ils les baissent jusqu'à 0,5 grammes. C'est-à-dire le sujet n'a plus de cholestérol. La cible maintenant sous statine, c'est 0,5. Il descend jusqu'à 0,4. Le cholestérol, le sujet avec statine. Comment il va vivre? Comment il va développer la myéline? Comment il va développer les hormones? Comment il va faire les autres, la chaîne respiratoire qui nécessite le franisyle et qui est indispensable? Il provient du cholestérol. Et donc, les hypertriglycéridémies, je pense qu'il faut les surveiller de près et surtout lorsqu'ils sont associés à d'autres facteurs de risque, notamment l'acide urique. Oui, merci Monsieur Chérifi. Je voulais seulement répondre à la question de Monsieur Brook par rapport à l'acide urique. L'acide urique est généralement l'augmentation de l'acide urique est liée à l'hypertension artérielle. Déjà, c'est un paramètre qui est très utilisé chez la femme enceinte durant la grossesse et c'est un des paramètres, donc l'augmentation qui peut aller jusqu'à 53, donc est un facteur de prééclampsie, donc ou de toxémie gravidique chez la femme enceinte. C'était par rapport un peu à votre question où l'acide urique pouvait, et généralement il est associé à l'hypertension artérielle. Donc, ça doit être un facteur de risque cardiovasculaire. D'accord. Je voulais seulement aussi une dernière question par rapport aux valeurs. Aux valeurs, oui. Parce qu'on sait bien que l'acide urique, il est hyperuricémiant ou responsable de la goutte ou d'une symptomatologie clinique à partir de 70 mg par litre. Et si on a vu tout à l'heure par rapport à votre étude, on a vu que les patients qui avaient présenté le syndrome coronarien aigu avaient une valeur qui était une moyenne de 63 mg par litre. Oui. Donc là, est-ce qu'il faut faire la prévention thérapeutique, c'est-à-dire tout patient présentant une uricémie supérieure à 60 et commencer un traitement préventif? Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire par rapport au risque cardiovasculaire? Je ne connais pas les recommandations concernant à partir de quelle valeur il faut traiter l'acide urique. Ça, il faut un clinicien peut-être pour vous répondre. C'est-à-dire à partir de quelle valeur. Ce que je sais, c'est que l'hyperuricémie, quelle que soit sa valeur, elle ne peut pas provoquer la goutte wahda, sauf s'il est associé à d'autres facteurs de risque. C'est-à-dire la goutte, c'est l'hyperuricémie. Mais l'hyperuricémie ne veut pas dire automatiquement goutte. Maintenant, à partir de quelle valeur il faut traiter, je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire qu'il peut-être, ça dépend des facteurs de risque. Peut-être qu'il y a un clinicien, il peut nous dire, à partir, ou la médecin interniste, à partir de quelle valeur il faut traiter l'acide urique. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Merci, professeur Chérifi. Je vous en prie. Alors, sans plus tarder, on passe à la deuxième communication.